Au début des années 80, en fait, on s'aperçoit que la mer Méditerranée est en mauvais état. Et après quelques années d'alerte, notamment de la communauté scientifique, un certain nombre d'actions ont été engagées pour permettre justement la reconquête de la qualité du milieu. Alors parmi ces actions-là, on trouve des actions, j'allais dire assez classiques en fait, d'épuration, de lutte contre la pollution. Donc ça touche les stations d'épuration, l'assainissement domestique industriel. On a aussi des opérations de restauration de la qualité du milieu, des habitats. Récemment, une grosse opération est engagée sur Marseille pour justement améliorer la qualité d'un habitat sous-marin qui avait été détruit. Les actions d'éducation à l'environnement contribuent aussi de manière significative à une meilleure gestion et une meilleure protection du milieu. Et ce qui est surtout important de souligner et de noter, c'est que finalement, en 15-20 ans, il y a eu de nombreuses collectivités qui se sont organisées à travers des structures de gestion pour mettre en place des programmes d'action qu'on appelle un peu dans le jargon des contrats de milieu. Et ces démarches-là, en fait, permettent de partager des objectifs de protection et surtout de planifier un certain nombre d'actions pour améliorer la qualité et préserver les milieux. Parmi en fait, les pressions ou les nouvelles formes de pression en fait, qui nous interpellent ces derniers temps, les activités maritimes en mer, ce qu'on appelle les usages maritimes, en fait, ont été identifiés de manière assez récente et assez forte. Alors, pour pouvoir travailler en fait, sur cette thématique-là, donc on a d'abord besoin de bien les caractériser, de bien les connaître, et on a encouragé en fait, la création d'un observatoire aérien des usages qui permet justement d'avoir l'information de quels sont les secteurs sur lesquels il y a des activités humaines et de manière à pouvoir corréler ça avec l'information sur la qualité du milieu. Et on a surtout besoin maintenant en fait, d'organiser ces activités à travers des schémas de cohérence, à travers des schémas généraux, pour faire en sorte que ces activités puissent perdurer, se développer et surtout le moins possible impacter le milieu. D'où vient l'Observatoire aérien? Initialement, l'association existe depuis 1992. On a commencé à faire de la surveillance en avion léger, des petits avions d'aéroclub pour faire la surveillance des pollutions. On s'était rendu compte qu'on voyait des choses qui n'étaient pas forcément signalées et rapportées aux autorités. Donc on s'est fait connaître des autorités, préfecture maritime, CROSS, et de là, les collectivités territoriales ont entendu parler de nous. Et c'est comme ça que nous sommes entrés en contact avec l'agence de l'eau, qui a trouvé que l'idée était intéressante, que l'outil était intéressant, et qu'il y avait certainement des choses à développer autour de ça. Donc l'Observatoire aérien MEDOPS est né de ce partenariat entre l'association et l'agence et a pour objectif de recenser tout ce qui est pression d'usage sur le milieu, donc que ce soit les pollutions, les mouillages, les écoles de voile, les kitesurf, tout ce qui est usage qui peut créer une pression sur le milieu marin et de faire entre guillemets des statistiques. Donc il y a 150 heures de vol par an qui sont effectuées en survol de toute la zone littorale, donc de la frontière espagnole, la frontière italienne et la Corse, et qui permettent de recenser un grand nombre d'indicateurs qui sont ensuite mixés dans un logiciel spécifique et donc l'agence peut avoir accès aux données dont elle a besoin pour affiner ses stratégies de gestion du milieu. Du ciel, on a une position qui est privilégiée, on va dire, pour faire l'observation. Donc on peut observer beaucoup de choses qui sont plus difficiles à observer, que ce soit de la terre ou de la mer. Donc les pollutions par hydrocarbures, macrodéchets vont très bien se voir depuis le ciel. Et tout ce qui se passe en mer, donc les jet skis, les plaisances, les mouillages, tout ce qui peut se passer à la surface de la mer va être facilement observable depuis l'avion, particulièrement grâce aux caméras qu'on utilise, qui nous permettent d'avoir un très bon niveau de zoom, donc sans avoir besoin de bouger avec l'avion, c'est la caméra qui va aller chercher l'information. Et à partir de là, ces informations sont rentrées en temps réel dans un logiciel à bord de l'avion qui nous permet de faire une synthèse des observations observées. Donc à l'issue du vol, on est capable de dire sur la façade méditerranéenne, il y avait tant de bateaux, il y a eu tant de pollution à tel endroit, tel type. Mais bon, voilà, on a pu observer qu'on était capable justement de dire, voilà, il y a moins de monde à tel endroit. Au contraire, telle zone du littoral est toujours aussi fréquentée, il y a toujours autant de pression. Et ça nous permet de voir aussi l'évolution des pollutions. Ça fait donc maintenant une quinzaine d'années qu'on fait ça, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de pollution, beaucoup moins de pollution liée à la navigation commerciale,
Par contre, il y a beaucoup plus de pollution liée à la haute plaisance. Les yachts de haute plaisance, eux, ont effectivement beaucoup de pollution qui sont de leur fait. Par contre, au niveau de la petite plaisance, on sent qu'il y a également une prise de conscience, on a moins de pollution liée à la petite plaisance, donc ce qui tend à prouver que les campagnes type éco-gestes sont efficaces. Les observations qu'on fait permettent aussi de cibler ce type de campagne sur les zones où il y a le plus d'usagers et le plus de pollution recensée. En termes d'infractions, ça va être des infractions à la pêche, ça c'est quasiment à chaque vol. Le chalutage illégal dans les 3 nautiques, ça il y en a énormément. Les rejets par hydrocarbures, mais du fait plutôt de la haute plaisance. Et les infractions nautiques, ça va être des infractions à la vitesse, par les jet skis, les choses comme ça. Ça sont des choses qu'on observe quasiment à chaque vol, pour ne pas dire à chaque vol. On observe les sorties de stations d'épuration, effectivement, ça fait partie des indicateurs qu'on surveille pour l'agence de l'eau. Et quand effectivement il y a des panaches en sortie de station d'épuration, c'est quelque chose qu'on va caractériser et qu'on va signaler dans nos comptes rendus de mission. Mais là aussi, depuis quelques années, on a tendance à observer de moins en moins de panaches et les steps sont de plus en plus efficaces. Donc si on a rapidement amélioré la qualité de l'eau à travers les systèmes d'assainissement, les stations d'épuration, les réseaux d'assainissement, la lutte contre la pollution industrielle, force est de constater que pour autant on n'a pas réussi à avoir une prolifération de vie extraordinaire au droit des anciens sites à rejet notamment. Et donc il a fallu mettre en place des politiques spécifiques qui consistent à essayer de recréer ces habitats de façon à faire en sorte que la qualité de l'eau s'est améliorée, on a quand même un support à la vie qui permet à la faune et à la flore de se fixer. Alors typiquement aujourd'hui, les démarches qui sont encouragées sont celles qui portent sur l'immersion de récifs artificiels. Donc on met un substrat neuf à coloniser et ce substrat neuf à coloniser profite en fait de l'amélioration de la qualité de l'eau pour pouvoir s'épanouir. Donc l'objectif premier de ces récifs artificiels, c'est un objectif de production de poissons. Donc l'objectif vraiment était d'être un soutien à la pêche au petit métier, de restaurer ces fonds qui ont été dégradés, avec vraiment cet objectif à long terme de soutenir la pêche au petit métier. Mais il y a aussi d'autres objectifs secondaires, le soutien à la recherche. Il y a un énorme programme de suivi dans l'opération Récif Prado pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, mieux comprendre le fonctionnement des récifs, mieux comprendre le fonctionnement de la rade de Marseille. Et puis un objectif aussi vers la population de sensibilisation. Les récifs artificiels sont vraiment un formidable vecteur de sensibilisation, de communication pour intéresser les gens, les enfants, les scolaires, à la préservation du milieu marin et aux problématiques du milieu marin. Donc sur les premiers résultats, dès la première semaine après l'immersion des récifs, il y avait déjà des espèces dessus qui venaient des habitats environnants de l'herbier, du frioul, du château d'If et qui sont venus sur les récifs. Donc de suite on a eu des rascasses, donc un phénomène de concentration les premiers mois. Et maintenant, au bout de 3 ans, on commence à avoir des premiers résultats qui montrent que ces récifs n'ont pas simplement un effet de concentration des poissons qui vivaient avant sur la zone et autour, mais qu'il y a vraiment une production de biomasse, de poissons, d'organismes marins au niveau des récifs qui fait que maintenant, au niveau de ces récifs, on y vit, on s'y reproduit, on y chasse et la vie vraiment s'est réinstallée sur cette zone. Donc en 3 ans, on a augmenté de 30% la biodiversité qu'il y avait sur le site et c'est pas fini puisque les scientifiques nous disent que pour qu'un récif ait vraiment son maximum de résultats, il faut attendre 5 à 10 ans. Alors, l'éducation à l'environnement est une thématique qui est quand même globalement assez récente, en tout cas dans la prise de conscience publique. Donc on voit bien que diminuer les pressions, améliorer la qualité de l'eau, organiser les usages ou restaurer tel ou tel secteur, ça demande aussi à un moment donné de partager des objectifs, de connaître en fait la qualité du milieu, de s'approprier un certain nombre d'actions. Et c'est vrai que les actions pédagogiques permettent à la fois d'informer le public ou le grand public ou les professionnels et aussi d'informer les scolaires et les usagers. Alors si aujourd'hui on peut constater de gros efforts faits pour soutenir un certain nombre d'opérations, il convient encore de faire en sorte que ces opérations soient le plus possible en adéquation avec les autres actions qui sont engagées en faveur du littoral et qu'elles contribuent de manière pleine et entière à la dynamique qui est engagée, notamment dans les politiques de gestion comme les contrats de milieu.
Alors les patrouilles en mer, nous avons un bateau à Corbières, à la base nautique de Corbières, mise à disposition par la ville de Marseille. Et nous avons un bateau à la calanque de la Redonne, qui appartient à l'association. Et nous partons donc de ces endroits pour aller sensibiliser sur la côte, sur le littoral, surtout dans la bande des 300 mètres. Les plaisanciers, parce qu'on dit tout le temps que les plaisanciers c'est une catégorie hors norme, je dis que non. Parce que le plaisancier, c'est celui qui est, s'il est aussi bien de l'incivisme à terre, il peut avoir de l'incivisme en mer. Donc c'est le même individu. On voit qu'il y a quand même une amélioration sur l'eau. Maintenant, en dessous l'eau, il faut qu'il y ait des personnes adéquates pour aller voir s'il y a de l'amélioration au point de vue posidonie et puis destruction des fonds, quoi. Pour l'instant, d'après ce qu'on dit, d'après l'amélioration de l'eau, il y a quand même des bilans qui sont faits en fin d'année. Il y a un très bon bilan, c'est positif. Donc depuis que nous avons immergé, nous avons des écoles, les collèges surtout, et les CM2 qui viennent toutes les années en sentier sous-marin, en PMT, et les collèges en apnée ou en plongée, avec brevet d'état de plongée et des accompagnateurs, qui viennent suivre la colonisation des habitats par des reportages, par des photos, et qui nous font un petit bilan toutes les années sur ce qu'ils ont vu et ce qui a été amélioré. Mais pour nous, c'est un outil pédagogique, les récifs artificiels, pour les collèges et pour les écoles primaires. Ce qui est certain, on sait par expérience que travailler tout seul dans son coin, ça permet d'avancer, mais ce n'est pas toujours très efficace, quoi. Quand on veut travailler sur la qualité du milieu marin, on a besoin de travailler sur les différents vecteurs, domestique, industriel, usage, le pluvial, les pressions sur le milieu, les activités maritimes, etc. Et on a besoin de mettre de la cohérence. Alors cette mise en cohérence, elle passe forcément par un tour de table avec l'ensemble des acteurs, hein, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient professionnels ou usagers. Les politiques de gestion, hein, ce qu'on appelle les politiques de gestion de milieu aquatique, que ce soit les contrats de milieu ou les plans de gestion ou les opérations de gouvernance, permettent de créer des conditions en fait, d'un partage et d'un lieu de discussion avec l'ensemble des acteurs. Ça permet surtout en fait, de se définir un certain nombre d'objectifs et de mobiliser des moyens en cohérence pour être plus efficace et être beaucoup plus pertinent dans les actions qui sont mises en œuvre, quoi. Alors, aujourd'hui, ces actions sur le milieu marin, elles sont globalement assez récentes, même si on peut constater que depuis une quinzaine d'années, on en a de plus en plus, hein, puisqu'on arrive à peu près à couvrir les principaux grands secteurs en jeu de l'ensemble du littoral. Parmi les actions un petit peu nouvelles et à forte ambition, celle qui s'engage sur le secteur du territoire marseillais, hein, donc au sens large, est une opération qui doit nous permettre de boucler le dispositif de surveillance qui est engagé depuis des années par rapport à la Méditerranée. Au niveau des fonds marins, sur le site de Port-d'Alon, on est donc sur un site où il y a une grande biodiversité marine. On a présence de paysages remarquables, d'espèces protégées. Alors pour les plus emblématiques, les plus connus, on a le fameux herbier de Posidonie qui est présent ici, mais on a aussi de la cimodocée, donc c'est toutes deux des plantes marines protégées. On a également de la grande nacre, qui est un gros mollusque, qui est également une espèce protégée. Et puis au niveau des espèces de poissons, une très connue emblématique pour la région, c'est le mérou brun qui est présent donc, dans la Calanque. C'est un site où on a une grosse fréquentation, essentiellement donc, en période estivale. Donc un des gros enjeux du site, c'est d'arriver à réguler et à limiter cette fréquentation, à la canaliser et à organiser les différents usages qui sont présents sur le site, parce que c'est un site où on a quasiment tous les usages balnéaires. Donc on a à la fois de la baignade, de la plaisance, de la chasse sous-marine, de la plongée, enfin voilà, le gros des activités. Donc ça c'est le principal enjeu. Ensuite on a des enjeux d'information et de sensibilisation du public, des usagers du site. Tout ce qui est favoriser les activités de découverte du milieu, d'éducation à l'environnement. Donc ici sur le site, on a par exemple un sentier marin qui est animé par l'Atelier Bleu. Donc c'est un centre permanent d'initiative à l'environnement.
Alors sur ce site, donc on a mis en place un certain nombre de mesures de gestion. La toute première, ça a été la mise en place d'une patrouille nautique, donc qui a vocation d'informer, de sensibiliser les usagers du site. Et puis également, quand il le faut, quand ça s'avère nécessaire, un petit peu de contrôle également. Des aménagements aussi ont été mis en place sur le site. Alors la première année, on a fait une grosse opération de nettoyage des fonds sous-marins. En partenariat avec l'Atelier Bleu, on a sorti de l'eau plus de 1700 kg, je crois. C'était des corps morts, d'anciens corps morts, donc des parpaings, des pneus, voilà, ce genre de choses qui n'ont rien à faire dans l'eau. Alors, ce qui a bien fonctionné sur ce site, c'est qu'on propose, on n'a rien imposé, on a proposé et les acteurs locaux se sont saisis de la démarche. On n'est pas arrivé en imposant une nouvelle réglementation, on construit la gestion au fur et à mesure avec les acteurs locaux du site. Une deuxième chose qui a bien fonctionné, c'est que les 2 premières années de gestion sur le site, on s'est consacré uniquement à mettre en place des actions concrètes sur le terrain, qui étaient visibles pour le public, sur lesquelles la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a communiqué. Donc voilà, il y a eu une information qui a été faite, et le public s'est dit « Ah bah tiens, ça y est, sur la calanque de Port d'Alon, il se passe des choses, c'est protéger la partie marine, on ne peut plus faire tout et n'importe quoi ». C'est important de mettre en place des règles de gestion parce qu'on a une fréquentation importante sur le bord de mer en période estivale et c'est vrai que la fréquentation elle est même croissante régulièrement et donc la cohabitation des différents usages pose certaines fois des difficultés, donc c'est vraiment important d'accompagner cette fréquentation de manière à ce qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles et éviter donc qu'il y ait des risques courus entre les différents types d'usagers. Je parle aux différentes activités, celles qui sont motorisées, celles qui sont à la rame, celles qui sont en baignade, donc dans l'eau. Donc c'est vraiment important de mettre en place ces actions. Et puis après, c'est vrai aussi que des sites comme ça qui attirent beaucoup de monde de par leur qualité, c'est important de profiter de cet attrait des sites pour interpeller les gens sur un certain nombre d'enjeux. Donc les actions qui sont menées sont à mon avis essentielles. Oh, il y a toujours plein de façons de faire mieux. Première approche, je pense que c'est important de prendre en compte le public dans ce qu'il attend sur les sites. C'est vrai que lorsqu'on pense que la gestion c'est mettre en place des panneaux que les gens vont lire normalement pour être au courant des règles, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc il y a une meilleure connaissance des publics, de leurs attentes, de manière à trouver des moyens d'information qui soient beaucoup plus adaptés aux capacités d'attention et au centre d'intérêt des publics lorsqu'ils sont là. Un autre élément important je pense aussi, c'est que sensibiliser c'est bien, informer c'est bien, mais à un moment donné, quand ça fait plusieurs fois que les mêmes usagers, on les informe de la même façon et qui disent oui on a compris et qui continuent à faire des choses qui sont décalées par rapport aux autres usages ou qui mettent en danger d'autres usagers. Je pense à des vitesses d'accès dans la calanque, je pense à voilà, un certain nombre de choses comme ça. Je pense qu'à un moment donné il faut passer à autre chose que la sensibilisation et à des actions on va dire de répression, même si le mot peut être difficile à entendre, mais c'est vrai qu'à un moment donné sensibiliser c'est bien, il faut commencer par là, mais après il faut coupler ça à des actions un petit peu plus dures parce qu'il y en a qui voudront rien entendre, qui font semblant d'avoir compris et qui recommencent le lendemain ou la semaine d'après et on commence à les connaître et c'est vrai que c'est dommage d'en devoir en arriver là, mais je pense qu'il va falloir aussi améliorer cet axe-là. Et donc la gestion, pour maintenir la qualité des milieux et pour maintenir les usages, c'est important de les organiser, de les gérer dans l'espace, dans le temps. Et dans le temps, c'est à la saison, mais c'est aussi dans la journée. Il y a des activités qui peuvent se faire sur des horaires décalés peut-être, ou qui peuvent être priorisées sur des horaires décalés. Mais pour maintenir la qualité des espaces et la qualité du milieu, au bénéfice des usagers, c'est important que sa gestion se fasse. C'est indéniable, on ira vers là. Aujourd'hui, les espaces protégés qui ont la chance d'avoir une gestion comme les sites du conservatoire sont importants. De toute façon, cette gestion, elle sera amenée à s'étendre à l'ensemble des sites à terme parce qu'aujourd'hui, on peut constater, je pense, un élément de report de fréquentation. Lorsqu'il y a des activités qui sont quantifiées ou limitées sur certains espaces, la fréquentation se fait ailleurs. À terme, il y aura une organisation des usages qui devra se faire à l'échelle du territoire global et pas simplement des quelques sites protégés. Alors les enjeux sur le territoire des 18 communes que compose la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, et notamment les 7 communes qui ont une frontière maritime,
c'est de mieux préserver les milieux existants, puisqu'on a des milieux d'une très grande richesse, donc on est en train de le faire à travers le parc marin de la Côte Bleue côté ouest et le parc national des Calanques côté est. Mais c'est pour ce qui concerne la communauté urbaine, de mieux préserver les milieux, de mieux évaluer la richesse des milieux, d'essayer de comprendre comment ils peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Et aujourd'hui, l'idée, qui est une idée qui est plus un projet qu'une idée, c'est d'arriver à réunir dans une unité de temps et de lieu à travers ce qu'on appelle un contrat de baie, c'est-à-dire un contrat passé avec les acteurs du territoire maritime et du territoire terrestre, d'arriver à passer des contrats d'engagement qui les obligent, s'ils en ont l'envie, qui les obligent à réaliser un certain nombre de mesures de protection ou d'actions sur le territoire maritime ou terrestre. L'enjeu prioritaire aujourd'hui, celui qui inquiète le plus les usagers, c'est la qualité des eaux de baignade. Puisque c'est un enjeu de territoire, il est bien évident que les normes évoluant en permanence, la disposition de Marseille qui subit après chaque orage un lessivage de ses sols et qui ramène à la mer finalement des pollutions qui ne sont pas du tout dues à son absence par exemple de traitement des eaux usées, mais simplement parce que les eaux de pluie vont lessiver les espaces publics ou privés qui sont autour du bassin versant et viennent polluer la mer. Donc un des enjeux principaux, c'est d'arriver à trouver avec les acteurs de la partie terrestre concernés des actions fortes pour limiter ces pollutions qu'on subit en permanence. Le deuxième enjeu, c'est de préserver ce qui existe, la qualité de nos eaux, de notre biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité, contrairement à ce que disent certains, progresse et prospère, c'est-à-dire qu'il y a, malgré la présence de plaisanciers, d'usagers du littoral, les pêcheurs, les gens qui vivent autour de la mer et avec la mer, nous disent qu'il y a plus de poissons, plus de biodiversité aujourd'hui, donc il faut le préserver, il faut continuer cet effort. Un dernier enjeu qui est plus difficile à comprendre parce qu'on n'y est pas encore, même si on y va tous, c'est de nous adapter au changement climatique. Donc le changement climatique, c'est quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme inéluctable et il faut que notre territoire, maritime et terrestre, trouve les moyens de le subir sans trop de dégâts. Alors il faut une continuité dans tout ça parce que les pollutions maritimes sont soit provoquées par la mer, mais ça c'est assez facile à identifier, mais principalement, et pour ce qui concerne la rade de Marseille, provoquées par la terre. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont les orages et le lessivage des sols qui ramènent sur les points bas les pollutions terrestres. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et on ne peut travailler qu'à l'échelle de tout le bassin versant, c'est-à-dire de tous les réseaux qui irriguent le point bas que constitue la rade de Marseille. On constate en fait que chaque fois qu'on s'est mis autour d'une table, avec l'ensemble des acteurs, on a été capable, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça demande des efforts en matière pédagogique, de s'écouter, de discuter ensemble, etc., on a réussi à mettre en place des actions et ces actions ont été efficaces par rapport au milieu. Ça a permis d'améliorer la qualité de l'eau, ça a permis d'améliorer la qualité du milieu, ça a permis de maintenir un certain nombre d'activités comme la baignade, l'aquaculture, et que du coup, si on agit, effectivement, on est efficace. Donc je crois qu'il faut continuer à mettre en place des actions et continuer à être acteur en fait de la préservation du milieu, continuer à inciter au partage de cette gouvernance, faire en sorte que l'ensemble des acteurs publics et privés, institutionnels ou pas, partagent en fait cet objectif de protection et de préservation de la Méditerranée. Et gageons que ces efforts-là, qui ont payé par le passé, continueront à payer dans l'avenir.